Bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Thomas Firon et Nicolas Savy pour commenter cette table ronde. On va tous ouvrir nos caméras, Olivier, Sébastien, si vous voulez bien. Euh, Tu restes avec nous, Virginie. Sinon, il n'y a que des oui, mecs autour de la table. bien sûr, pour la parité. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Sébastien, Marc, Olivier Sau, qui vous ont fait des belles présentations hier, nous rejoignent pour la table ronde. Et puis, est-ce que Thomas, Nicolas, vous voulez lancer les choses? On lance les choses, on commence à voir si dans le chat, il y a des questions pour Jean-Michel Loub avant qu'on parte dessus. Pour le moment, il n'y en a pas. Bon, Dans il n'y les en a pas. questions ouvertes. Bon, allez, on va lancer. Moi j'ai envie de dire intelligence artificielle, mythe et réalité. Si on fait un parallèle un peu, il y a une vingtaine d'années, il y a eu le développement des signatures génomiques avec des milliers de publications sur les signatures génomiques. Mais finalement, il y en a très peu qui sont utilisés dans la routine clinique. Et là, rapidement, j'ai fait une recherche PubMed et j'ai vu, en prenant des termes comme deep learning, intelligence artificielle, machine learning, et on voit qu'on passe de 150 publis en 2015 à 2300 publis en 2021. Mais dès qu'on va chercher un peu dans des gros journaux comme Lancet Oncol, le JCO, on se retrouve avec une cinquantaine de publications, notamment des lettres à l'éditeur et des commentaires. Ça vous fait penser à quoi tout ça? C'est quoi? Vous avez l'explication? Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de la question parce que je suis désolé. Est-ce qu'on peut faire un parallèle finalement avec tout ce qui a été fait sur les signatures génomiques où il y a eu beaucoup de bruit avec finalement très peu d'utilisation dans la routine clinique? Et au jour d'aujourd'hui, quand on fait un parallèle, on voit que vraiment il y a un nombre de publications très important au niveau de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un cas de figure identique en fait avec très peu de choses derrière utilisées en routine clinique? Mais ça, c'est justement l'enjeu justement de cette recherche pour essayer de certifier l'IA. Parce que c'est une excellente question. On a un petit peu une espèce de boîte noire qui marche très bien dans beaucoup de cas et on n'en est qu'au début. On sent vraiment que l'IA peut être utile dans le domaine médical et en cancérologie pour essayer de mieux appréhender la complexité du vivant. Et un des vrais enjeux, c'est justement d'arriver à fournir du contrôle sur la méthodologie ou sur l'application de cette méthodologie pour vraiment pouvoir l'utiliser. Et actuellement, on en est un peu loin. Je sais, ça serait dommage de se priver justement de cette technologie. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de travailler tous ensemble pour que ce soit un petit peu la meilleure des choses et pas ouvrir une espèce de boîte noire qui ferait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un petit peu le but aussi de ces rencontres où on se rend compte que c'est une technologie qui est balbutiante, où on voit des effets liés au biais. Il y a le législatif essaie de réguler et la santé, justement, est au cœur des régulations, puisqu'elle a été identifiée par le législateur européen comme un secteur à risque de l'IA. Et donc, il faut soit on arrête et on ne l'utilise pas, et c'est dommage parce qu'on ne va pas se priver de nouvelles technologies. On a vu dans toutes les exposés à quel point il y avait des avancées prometteuses, soit on arrive un petit peu à mieux cadrer et mieux comprendre les usages et les problèmes. Voilà ce que j'en pense. Moi, je connais moins le domaine de la recherche que vous, hein, mais ce qui se passe dans le privé souvent, ce qu'on a vu, c'est que rajouter le mot intelligence artificielle quand tu cherches à lever des fonds, quand tu cherches à être présent sur un marché, ça aide beaucoup.
Donc, en fait, on se retrouve, je trouve, avec 3 grandes catégories. La première, c'est des gens qui parlent beaucoup d'IA et qui n'en font pas du tout. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'IA et qui ne le disent pas parce que c'est inhérent au produit ou au service qu'ils proposent. Et tu as des boîtes qui en parlent beaucoup et qui en font beaucoup. Et on a vu Sophia Genetics hier qui est très crédible et qui en parle. Mais je dirais que cette troisième catégorie est assez faible. C'est-à-dire qu'on a vraiment, et on ne va pas citer des startups, mais on en connaît tous, des startups qui parlent beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, et qui ont fait un pauvre réseau, mais qui est plus de la stat que du. Voilà. On en a beaucoup rigolé, maintenant on en rigole beaucoup, mais il y a eu une période de 3 ans qui n'était pas drôle du tout, où quand on disait qu'on faisait des stats, on se faisait vraiment moquer. Hein, et j'ai moi-même suivi le système. Les années 2017-2020 ont quand même été des années où on ne disait plus qu'on faisait des stats. Hein. On faisait tous du machine learning, même quand on faisait une régression logistique. Hein. Olivier, Ah, je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, moi je pense qu'effectivement, on surestime à court terme l'importance de l'IA, par contre, on le sous-estime à long terme. Et il y a aussi une problématique qui est le fait que c'est facile d'accès l'IA, donc comme ça a été dit, tout le monde peut en faire et produire des résultats sans aucun intérêt scientifique. Et il y a une sorte de prolifération de travaux d'IA qui n'ont vraiment aucun intérêt, qui noient un peu les trucs pertinents, les développements méthodologiques, parce que c'est de ça dont on a besoin. Ce dont a parlé Jean-Michel, c'est ça, on n'a pas besoin d'un énième projet qui prend un data challenge et qui essaie d'augmenter de 1 millième de pourcent le résultat de l'accuracy. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, ça va donner des choses, mais on n'y est pas. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut rester modeste. Si je devais résumer. Dans les questions, on me parle du biais de confirmation. C'est vrai, le biais, le biais de confirmation, c'est lorsque on a un jeu de données trop ciblé, où on est en train de regarder un effet, c'est un petit peu l'effet loop, où on regarde les données parce qu'on sait qu'on va y trouver ce qu'on veut. Et donc du coup, ça se pose la question, est-ce que ce qu'on a fait, c'est généralisable à d'autres jeux de données et quelle est la variabilité qui est inhérente dans les données et à quel point ce que j'ai fait peut s'adapter. Donc finalement, c'est les notions de biais qui sont très proches de ce qu'on appelle les notions de robustesse. Alors, la robustesse en statistique, c'est bien connu. En IA, ça, on appelait ça un petit peu différemment parce qu'il y avait de la robustesse qui étaient des données un petit peu différentes. Et en IA, en fait, il y avait de la robustesse adversariale, c'est-à-dire que des gens essaient de modifier les données sciemment connaissant la sortie de l'algorithme pour le tromper. Et en fait, si on a du biais, on peut modifier sciemment la sortie de l'algorithme pour essayer de lui faire dire ce qu'on veut. Donc, effectivement, ça marche dans les deux sens. On peut modifier sciemment l'algorithme ou mal entraîner pour confirmer ce qu'on veut, mais du coup, dès qu'on va changer un tout petit peu les conditions, eh bien, on ne pourra plus du tout avoir de la généralisation. Donc, mais derrière tout ça, juste pour rebondir à ce qui a été dit, c'est que les vrais enjeux, c'est plus gratter quelques pourcents, mais c'est d'essayer de fournir des algorithmes qui soient robustes, des algorithmes qui soient explicables et qui apprennent et qui nous permettent à nous d'apprendre de ces algorithmes. Il ne faut pas simplement que ce soit que l'algorithme qui apprenne. Et pour que nous puissions apprendre de l'algorithme, il faut que l'algorithme soit plus ou moins explicable. Et donc, on peut fournir des problématiques. Et une des problématiques des grandes confs, c'est que comme quand on veut faire beaucoup de publications, à chaque fois on veut benchmarker, eh bien, les gens sont en train d'essayer de benchmarker l'explicabilité et de quantifier l'explicabilité. Et du coup, dès qu'on essaie de quantifier l'explicabilité, si on reste juste entre computer scientist ou mathématicien, eh bien, on va sans doute passer à côté de ce qu'est la vraie explicabilité d'un point de vue cognitif, mais aussi d'un point de vue utilisateur. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler de façon multidisciplinaire entre médecins et chercheurs pour comprendre ce qu'est l'explicabilité pour un chercheur qui va se retrouver face au patient et qui va devoir lui expliquer pourquoi tel traitement a été choisi
soit parce qu'il a été recommandé par une IA, soit parce que l'IA fournit quelques features qui permettaient à un expert de mieux recommander. Donc, je pense que c'est vraiment ce travail de transfert des connaissances apprises par un algorithme à l'expert métier ou à l'utilisateur sur lequel il faut travailler. Virginie, tu as levé la main. Oui, pour limiter ces biais, j'avais le sentiment, en écoutant ces différentes présentations, que les jeux de données utilisés étaient potentiellement assez similaires. Et par exemple, on le voit dans le cancer, quand on veut valider des critères de substitution, on utilise des essais cliniques. Et l'accessibilité à des grosses bases de données d'essais cliniques est souvent assez limitée, assez contraignant pour nous. Et dans le Health Data Hub, par exemple, je n'ai pas eu l'impression que des grosses boîtes pharma étaient impliquées dans ce réseau pour fournir leurs données. Alors, je sais pas, ça reste peut-être à Sébastien. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue et que l'IA va nous amener à plus d'accessibilité aux données pour limiter un petit peu les biais et avoir plus d'hétérogénéité dans le type de base de données qu'on va pouvoir utiliser pour l'entraînement des algorithmes? On a plus de données, on a plus de bases de données et on a la possibilité maintenant de combiner des données qui viennent de plusieurs bases qu'on n'avait pas forcément il y a 15 ans. Après, les industriels ne donneront toujours pas plus accès à leurs données. Il ne faut pas se leurrer, c'est leur business. Mais j'irai un cran plus loin, et sans être provocateur, c'est que les instances publiques, les chercheurs ne donnent pas plus accès à leurs données. C'est-à-dire que moi, je le vois quand j'ai besoin de données, j'ai les mêmes difficultés à obtenir des données qui viennent de cohortes publiques que de données cliniques ou observationnelles privées. C'est juste que d'un côté, il faut que je convainque des instances scientifiques très compliquées parce qu'ils voient une perte de publicabilité ou de publication, et de l'autre côté, je dois donner de l'argent. Mais le temps et l'investissement est à peu près similaire. Ça ne facilitera pas ça. En revanche, ce qui est très facilitant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec ces algorithmes, on peut aller chercher de la donnée qui est différente. On peut combiner aussi des données qui viennent de plein de pays différents, parce que les bases de données ou les catalogues sont disponibles, parce que les systèmes sont quand même, quoi qu'on en dise, de plus en plus interopérables. Et ça, c'est une manière de lutter pour nous contre ce biais, je dirais, d'apprentissage. C'est-à-dire que faire passer en permanence nos algorithmes sur les mêmes bases de données qui viennent de 15 CLCC en France et de 8 CHU, c'est hyper limitant. Si on est capable d'aller chercher demain des données en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, qui viennent d'autres sources de données, eh ben, on élargit un petit peu nos panels d'entraînement et donc on enrichit nos algorithmes. Voilà. Mais la problématique de à qui appartient la donnée, la valeur qu'elle a, au contraire, je trouve que l'intelligence artificielle a complexifié ça. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait à trouver dans des petits hôpitaux ou des petites cliniques des bases de données où les gens nous les mettaient à disposition assez facilement. Maintenant, tout le monde a l'impression qu'ils sont assis sur un tas d'argent démentiel. Tu as une base de données avec 3000 patients et quelques paramètres cliniques. Les gens, ils t'en demandent 500 000 euros, 1 million d'euros juste pour faire une analyse. Il y a une espèce de fantasme qui s'est créé autour de la valeur de la donnée avec l'intelligence artificielle. Et d'avoir des petites boîtes qui lèvent des millions d'euros pour traiter des données font qu'elles déversent sur le marché aussi parfois beaucoup d'argent. Voilà, il y a un gros fantasme autour de la valeur de cette donnée. Voilà, donc il y a du positif, mais il y a des choses qui ne sont pas plus simples. Moi, j'ai une remarque par rapport à ce que tu disais hier, toi, mais qui n'a rien à voir, Olivier, par rapport. On se retrouve beaucoup à discuter avec des cliniciens ou des chercheurs qui nous disent l'intelligence artificielle va tout révolutionner. Et on lui dit, mais est-ce qu'il y a un intérêt à remettre certaines choses en question? Est-ce qu'on sait qu'il y a des choses qui ont déjà été réalisées dans le passé? Par exemple, on sait que le grade SBR est un facteur pronostic ou des choses comme ça. Est-ce qu'il faut biaiser un peu les algorithmes, entre guillemets, en donnant des a priori, ou est-ce qu'il faut repartir vraiment à zéro? Moi, je ne crois pas, justement, construire de zéro des algorithmes sans interaction avec les spécialistes, ça me paraît totalement voué à l'échec.
Après, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est que c'est une co-construction. Ce que je regrette, c'est que finalement, ce n'est pas tant le cas que ça, pour les raisons peut-être que j'ai essayé de mentionner, mais mal hier, c'est cet état d'esprit Data Challenge qui fait que, enfin, qui est lié d'abord à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est concurrentiel, en fait. Le paysage de la recherche en IA, il n'est pas du tout participatif, il est concurrentiel. Il y a des équipes qui veulent se benchmarker sur des trucs et donc faire de l'incrémental. Et voilà, mais enfin, je pense que tout a été dit. Pareil, il y a une micro-startup qui va prendre un réseau sur Internet, qui va entraîner sur une base de données et qui va sortir des résultats qui vont être à moitié faux parce qu'ils n'ont pas contrôlé la qualité de données, qui va publier ça, du coup, qui va empêcher une autre collaboration. Enfin, je pense que au-delà juste de la thématique d'accès aux données, il y a vraiment la façon dont les gens travaillent qui empêche, à mon avis, certains progrès qui seraient intéressants. Benchmarker, c'est pas important de travailler sur les biais, comme fait Jean-Michel, c'est ça qui va permettre le transfert clinique. Et Oui. c'est enfin, juste pour finir par rapport à ce qui a été dit avant, on a comme un pays qui centralise beaucoup la donnée médicale, donc c'est quand même quelque chose d'assez unique dans le monde. On pourrait en profiter. Et je trouve qu'on fait exactement l'inverse pour avoir vu un peu ce qui s'est passé pendant le Covid, où on avait un peu une situation d'urgence. On aurait espéré que les données soient partagées pour essayer de construire des outils de classification, de prise en charge. Et il s'est passé exactement le contraire. Les données ont été fermées, les équipes ont verrouillé entièrement pour feuiller le plus vite possible. Et puis, en plus, on l'a vu après, tout ce qui a été développé en IA autour du Covid, finalement, ça ne servait à rien. Il y a eu des papiers là-dessus, enfin, en tout cas, dans certains domaines. Donc, je pense qu'il y a aussi un état d'esprit à changer par rapport à ça pour faire des avancées intéressantes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, la communauté française, je pense qu'on n'est pas assez solidaire ou pas assez collaboratif. En fait, on a toujours on a un système fermé où on devrait pouvoir travailler entre nous et en fait c'est très difficile finalement d'arriver à travailler. L'accès à la donnée médicale, c'est très compliqué. C'est plus facile dans certains pays. Au Canada, par exemple, au Canada, il y a beaucoup de j'ai l'impression que les chercheurs en IA arrivent à créer plus facilement des collaborations. Alors, en Amérique, les grosses équipes trustent un petit peu toutes les données parce que tout le monde veut travailler avec eux. Donc ça, c'est un avantage. Et en France, je pense qu'on devrait vraiment essayer de plus collaborer nationalement entre nous. C'est une politique scientifique qu'on devrait mener. Dans le chat, on a une question de Sophie, en fait, ou une remarque. N'y a-t-il pas de l'accompagnement à faire par les startups aux académiques pour les préparer à ce partage d'utilisation des données et qui ne se cachent pas derrière la complexité réglementaire qui les met en difficulté dans la mise en œuvre? Alors, je n'ai pas compris la question parce que pour moi, c'est l'accompagnant à faire par les startups aux académiques. Alors, je ne crois pas parce que pour moi, c'est plutôt l'inverse que j'aurais dit. Ou je n'ai pas compris la question en fait. Parce que N'y a-t-il pas de l'accompagnement à faire par les startups IA aux académiques? Je pense que Sophie a peut-être un peu surinterprété ce que je disais. Je disais qu'effectivement, les académiques n'étaient pas hyper partageurs, mais les startups non plus. C'est juste que les startups, elles ne produisent pas de la donnée. Donc, en fait, elles sont très en avance pour aller chercher des informations, des données, mais elles n'en produisent pas. Donc, elles n'ont pas le choix, en fait. Si elles n'ont pas de données, elles sont là-dessus. Faut vraiment se méfier. Aujourd'hui, n'importe qui peut monter une startup. Si tu as 100 balles, tu déposes un statut, tu crées une startup, et si tu es assez bon en pitch et que tu sais faire des jolis slides, tu peux lever 200, 300, 500 000 euros. BPI va t'en redonner à peu près la même somme. Tu as 1 million d'euros. Tu embauches 3 data scientists, tu prends 8 jeux de données qui sont à peu près en open source
et tu es capable de tenir comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec de la chance. Je caricature, mais pas tant que ça. Et à côté de ça, il y a des vraies startups qui ont des vrais produits, qui ont vraiment des trucs d'excellence. Et aujourd'hui, la grosse difficulté qu'il y a, c'est de faire la différence entre ces startups qui sont bidons et des startups qui ont un vrai potentiel, etc. Et on ne peut pas se baser sur combien ils lèvent, on ne peut pas se baser sur ce qu'ils disent, donc il faut être capable d'évaluer. Aujourd'hui, je dirais le besoin qu'on a, c'est d'avoir des gens qui sont très indépendants, qui sont très forts techniquement, qui sont capables de faire cette évaluation. Moi, je sais que ça m'arrive hyper souvent. Moi, je travaille beaucoup avec des startups. Ça m'arrive hyper souvent d'aller chercher des académiques, des gens comme vous, pour leur demander leur avis parce que les algorithmes qu'ils développent sont hyper spécifiques, sont hyper techniques. Moi, je n'ai pas le niveau technique pour être capable de les challenger. Je pense qu'on gagne beaucoup à avoir cette intégration entre des gens qui ont la connaissance scientifique et puis des gens qui ont l'utilisation de ces choses-là. Donc oui, il y a un échange et un gain fort. Moi, je me fie quand même beaucoup de 1000 à la startup. Je n'ai pas de pourcentage de qui est bidon et qui ne l'est pas. Et je serais très, très en peine de même qualifier beaucoup de gens. Mais en tous les cas, tout n'est pas parfait dans un côté. Et voilà, c'était juste le point. Nicolas, je ne sais pas si tu veux intervenir. Oui, je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait une table ronde qui s'appelait déjà Intelligence artificielle, mythe et réalité dans le cadre de ces journées SMAC, et, avec Sébastien d'ailleurs. Et je me rappelle qu'effectivement, le virage attendu, c'était justement le virage sur la donnée, quoi. Ça deviendra un mythe ou une réalité en fonction justement de ce virage. J'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé depuis cette table ronde sur les données, mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment dans le bon sens. Effectivement, c'est un peu les différentes remarques qui ont été faites. Ça ne s'améliore pas vraiment. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas, que ça s'améliore vraiment. Les perspectives non plus. Moi, c'est plutôt un sentiment d'inquiétude autour de ça qui m'anime. Et là où un point sur lequel je trouve intéressant la remarque de Sébastien, mais un petit peu frustrante parce qu'effectivement, on se retrouve avec moi, je passe quasiment 50% de mon temps à évaluer des choses, ce qui n'est pas mon métier primaire. On nous sollicite énormément pour de l'évaluation, alors que ce soit dans les comités, les ministères, les CPP, tout ce que vous voulez, avec des évaluations qui sont de plus en plus compliquées. Et je trouve ça un peu frustrant. Donc, y aurait-il une place justement pour quelque chose, un organe d'évaluation, et où le placeriez-vous? Tu veux faire une IA pour faire de l'évaluation automatique? Non. Ça, ce serait, voilà, exactement. Non. Il y a de la place. Enfin, il y a un besoin en tous les cas. Il y a un vrai besoin d'avoir des gens qui sont indépendants aussi du domaine. Et... Ah, je vous ai perdu, je crois. On t'entend. Tu es figé, mais on t'entend. Mais tu es figé. Ah, d'accord. Oui, non, je disais, oui, il y a de la vraie place pour avoir des gens. Après, c'est pareil, il ne faut pas sursolliciter. C'est un domaine qui est très actif. Hier, je vous ai très rapidement montré un petit mapping qui était très parcellaire des acteurs. On parle de dizaines, de centaines de boîtes qui se créent tous les ans. Donc, le problème, c'est que si tu commences à avoir une structure d'évaluation, ça va devenir une usine à gaz. Et qui est capable d'évaluer, tu vois. Et le domaine est ultra large. Donc, moi, je dirais, il y a un domaine, et puis c'est comme dans tous les métiers, dans tous les domaines, il y a des gens qui arrivent à très bien donner le change, et tant mieux pour eux, ou tant pis pour le domaine. Je dirais, si on est capable d'avoir aujourd'hui des acteurs qui sont crédibles avec des données qui sont disponibles, aujourd'hui, notre bottleneck, il est vraiment sur la donnée crédible. Est-ce qu'on est capable d'avoir de la donnée qui soit diversifiée par avoir toujours les mêmes jeux de données, etc. On t'a perdu, Sébastien, je crois. Ah ouais. Ça s'améliore beaucoup. On n'a pas entendu la fin, mais ça s'améliore beaucoup. En attendant que Sébastien revienne, il y a une question, une remarque de Benjamin Desportes de l'IRT qui dit: n'est-on pas finalement trop dans un monde de technologie push par les spécialistes de l'IA vers la santé et pas dans un monde où les cliniciens dicteraient leurs besoins?
D'où faut-il plus d'acculturation des cliniciens sur ce qu'est l'IA et n'est pas? Alors ça, je m'y oppose fermement. Là, dire que c'est la datation qui bloque l'affaire, là, non. Et d'ailleurs, cet aspect-là est écrit noir sur blanc dans les stratégies d'avenir du ministère, comme quoi l'aspect training doit être une des démarches et acculturation qui est fondamentale pour justement ce développement. Donc là, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire acculturer plus le domaine médical à la data science plutôt que le contraire. Je pense que c'est ce qu'il dit, en fait. Ah, excuse-moi, alors quand je lis, j'ai pas lu le… il faut plus d'acculturation des cliniciens sur ce qu'est l'IA. Ah oui, alors d'accord, alors complètement. Voilà. Oui. Non, tu es tout à fait d'accord. Et moi, c'est même, je pense, crucial d'arriver à faire émerger des besoins communs et que ce soit plus juste des besoins d'une petite équipe ou que ce soit ou d'une start-up, en fait, pour essayer d'arriver à ce qu'on puisse traiter plus calmement et dans un échelon de termes plus à moyen et long terme des problématiques. Donc, ne plus être… Actuellement, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche où on a un jeu de données, hop, on résout le problème et on le fait. Et où un problème apparaît, on cherche les données et on le résout, alors qu'en fait, si on arrivait à créer une interface où les cliniciens pourraient faire émerger des besoins qui sont similaires et qui ont les mêmes besoins en IA pour leur application. En fait, on pourrait avoir des applications qui soient un peu mieux structurées et un peu plus certifiables que ce qu'on a. Donc, du coup, moi, je pense que ce qui est crucial, c'est de l'acculturation des cliniciens et aussi des spécialistes en IA, donc plus créer des points de rencontre, peut-être des journées comme aujourd'hui, ou même des structures qui les accueilleraient pour que les gens se côtoient et travaillent ensemble main dans la main, et pour qu'on puisse faire émerger des besoins sur le moyen terme ou le long terme qui résoudraient plusieurs problèmes à la fois. Et que ce ne soit plus un petit problème qui demande un algorithme, mais qu'on voit que tous ces problèmes ont des besoins en commun et qu'il faut travailler à moyen terme pour y répondre. Ça, c'est de la décision politique et notamment des CHU. Je connais peu de CHU, mais celui de Bordeaux auquel je vais souvent, enfin dans lequel je vais souvent, travaille beaucoup avec des startups, alors souvent issus de médecins ou d'internes du CHU, mais qui sont ouverts quand même à cet écosystème et qui va accompagner ça. Et donc, en fait, les besoins viennent souvent, alors je crois que c'est Delphine qui parlait des unmet needs, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des cliniciens qui disent, ah ben oui, là, il y a un trou, et puis souvent, ils ont des jeunes internes qui sont un peu tech et qui se disent, ah ben tiens, je vais créer une startup là-dessus. Mais il y a une vraie incubation par le CHU de Bordeaux, et on voit que ces startups, et je ne vais pas les citer, mais on a quelques exemples, en tous les cas à Bordeaux, ont plutôt des produits qui sont matures et qui arrivent sur le marché et qui se développent correctement. Voilà. Donc, je trouve que c'est aussi une question de volonté politique au sens noble du terme, des directions des hôpitaux, des CLCC, etc. Voilà. Il y a aussi quelque chose comme ça qui peut être fait par rapport à ça. Et typiquement, je pense que le cancéropole GSO, il a sa place là-dedans. Ouais. Juste pour ajouter quelque chose par rapport au côté, disons, plus maths, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose à faire de notre côté, c'est faciliter l'accueil des médecins, des thématiques qui sont particulièrement en lien avec l'IA, comme la radiologie, dans nos labos, qui puissent faire des stages, qui puissent éventuellement faire des tests de sciences. Et ça, pour être honnête, ce n'est pas entièrement trivial à faire, en tout cas dans certains labos. Et ça participerait aussi à cette acculturation. Après, j'ai envie de dire qu'il faudrait aussi l'acculturation dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens de l'IA posent vraiment, s'imprègnent de la problématique clinique. Mais ça, je pense que c'est
Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit problématique, sauf si on est dans l'optique de faire de la publication à tout prix. Je pense que si on est sincère sur vouloir faire des recherches d'impact à plus long terme, il n'y a pas de souci à se plonger dans les problématiques cliniques, à interagir. Enfin, moi, je peux parler pour moi. Mais moi, j'adore aller discuter avec les médecins, qu'on s'explique les trucs. Ce qui me gêne, c'est quand l'optique, c'est d'avoir un AUC de temps sur ce truc pour pouvoir publier, puis après, on s'arrête, on passe à autre chose. Ah oui, non. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'acculturation, elle est nécessaire parce que, comme j'ai dit, l'accès à l'IA, il est très facile. Et donc, on a des médecins qui vont publier des papiers d'IA avec des résultats qui vont peut-être faire foi dans leur communauté sur le fait qu'ils sont des seniors expérimentés qui n'ont finalement pas d'intérêt parce que c'est mal fait au niveau méthodologique. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, la plupart du temps, quand on vient me voir et qu'un médecin me dit qu'il a fait un travail en IA sur tel truc, il ne sait pas répondre à qu'est-ce qu'est la fonction coût, qu'est-ce qui est optimisé, sur quoi a été pré-entraîné le réseau. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut que ça rentre dans la culture, mais ça va venir. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Sur la partie stat, les médecins, mais ils sont tout à fait au point. Il faut juste se mettre à ce truc-là, quoi. Et tu as un vrai biais de confirmation là, parce que souvent, tu as aussi des médecins qui trouvent des algos disponibles, qui ont quelques notions de R, qui vont faire tourner un algorithme, qui trouve exactement ce qui confirme ce qu'ils pensaient, qu'ils publient, qui disent, tu vois, en plus, c'est ça. Et effectivement, tu te retrouves avec une grosse difficulté qui est qu'il est expert dans son domaine clinique, il a un modèle qui fonctionne, etc. Et c'est pas forcément, et c'est très compliqué à déconstruire. Donc, effectivement, tu as une vraie confirmation de l'hypothèse là-dessus. Ouais. Dans une question, quelqu'un parlait de l'analyse de sensibilité, de la quantification d'incertitude. Et en fait, oui, c'est les problématiques de quantification d'incertitude ou d'analyse de sensibilité par rapport au choix de variables, au choix d'individus. C'est quelque chose de très, très actuel en IA. Et en fait, tout ce qui avait été fait sur la certification de code numérique qu'on utilise pour faire des simulations dans les centrales nucléaires, par exemple, eh bien, on commence de plus en plus à l'utiliser en IA pour arriver à certifier le comportement des algorithmes. Donc oui, c'est tout à fait d'accord avec ce que la personne a écrit. Je regarde s'il n'y a rien dans le chat. Bon, on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat, mais j'ai envie d'être provocateur. Il y avait George Box qui disait que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre utiles? C'est une vraie question, en fait. C'est depuis la nuit des temps, on raconte des mythes et des légendes, alors et des contes. On raconte ça aux enfants. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, on a envie d'arriver à faire apprendre à travers ces mythes, ces légendes, ces contes. On a envie d'arriver à faire apprendre des choses, de la morale. Alors, les gens ne savent que ce qu'on raconte dans ces histoires-là, ce n'est pas la vraie vérité, mais malgré tout, on peut en tirer un enseignement, on peut arriver à construire à partir des connaissances qui sont véhiculées par ces mythes et ces légendes. Je pense qu'en fait, le modèle, c'est pareil. Le modèle, c'est comme une légende, c'est une jolie histoire qu'on raconte et qui dit des choses. Alors, il dit des choses dans le domaine de validité de l'algorithme, du modèle, mais malgré tout, si on l'a bien compris, si on a bien compris la portée du modèle, on peut arriver à en tirer des enseignements. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'était passé. Les gens l'oublient, mais il y a eu, il n'y a pas si longtemps, dans les années 2007-2008, il y a eu
la crise financière, et la crise financière qui avait été liée à la mauvaise utilisation d'algorithmes ou de modèles mathématiques qui étaient des modèles, et on a confondu ces modèles avec la réalité. Et ça avait donné toute cette crise financière. Donc, et en fait, on avait dit oui, plus jamais ça, et on pensait que les gens allaient apprendre. Et en fait, finalement, on voit que dans les problématiques liées à l'IA, les problématiques de confiance apportées, les solutions apportées par l'IA, est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on les utilise? Eh bien, on est en train peut-être de refaire exactement les mêmes erreurs en apportant trop d'importance au modèle. Alors peut-être qu'on n'a pas le choix, peut-être qu'en fait, on fait ça parce que pour des raisons budgétaires, on ne peut plus mettre un expert derrière chaque décision, ou l'expert a trop de choses à faire et on essaie de le remplacer. Alors, c'est peut-être le vrai grand remplacement, c'est les candidats politiques parlent, c'est peut-être le grand remplacement par rapport aux machines pour des raisons peut-être plus budgétaires que technologique, qu'on on n'a pas le choix, et c'est peut-être pour ça qu'on a vraiment envie de se poser ces problématiques de contrôle des modèles, parce qu'on a admis qu'on va avoir besoin de l'aide experte des machines. Donc, je pense qu'on peut apprendre, pour revenir à ta question, je pense que malgré tout, on peut apprendre du modèle si le modèle est assez clair. Alors, si c'est un modèle qui est une boîte noire et qui donne des prédictions qu'on ne comprend pas trop, ben, il faut les interpréter. C'est un petit peu dans l'Antiquité, il y avait les Pythies. Les Pythies, on les interrogeait, elles disaient la vérité. Mais quand on allait voir la Pythie de Delphes, derrière, il y avait tout un conseil d'experts qui allait expliquer ce qu'avait vraiment dit la Pythie de Delphes. Et puis, malgré tout, parfois, c'était compliqué, on ne comprenait pas trop. Donc, est-ce qu'il faut un conseil d'experts pour arriver à vraiment comprendre la sortie d'un algorithme? Peut-être, avant de pouvoir l'utiliser. Et la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que l'algorithme puisse lui-même expliquer ce qu'il a voulu dire? Des vraies questions. Et du coup, est-ce qu'il faut voir l'IA comme pour remplacer l'humain ou pas? Parce que si on remplace l'humain sur certains travaux, finalement, il va perdre en expertise. C'était ce que j'essayais de dire, sauf si, est-ce que c'est juste la machine qui apprend, ou est-ce que en fait, l'apprentissage machine ne peut pas permettre à l'humain d'apprendre? Moi, je travaille plutôt sur des problématiques de certifiabilité de l'IA, d'explicabilité, de robustesse et contrôle des biais, pour qu'on puisse grandir ensemble et qu'on n'ait pas justement trop cette perte d'expertise. Mais peut-être que dans certains endroits où on est si on est sur la station spatiale, peut-être qu'on n'a pas de médecin à proximité, ou l'Antarctique, ou dans des déserts médicaux en France, et que dans ce cas-là, il y a une perte d'expertise et on a besoin de se faire remplacer par des machines. Mais moi, je suis quand même persuadé qu'il faut que l'homme et la machine puissent apprendre l'un de l'autre. Globalement, les modèles fonctionnent de mieux en mieux. C'est une science ou c'est une technologie qui est assez récente. Si on le compare par rapport aux essais cliniques qui ont plusieurs siècles, on est vraiment sur des choses qui sont vraiment très récentes. Donc, on ne peut pas demander non plus le même niveau de maturité. En revanche, tu parlais des déserts médicaux, mais on parle même de plus en plus, même dans les grandes villes, de plus avoir accès à des médecins. Aujourd'hui, dans Bordeaux-Centre, tu as besoin d'un cardiologue, tu as 6 mois d'attente et tu es à Bordeaux-Centre. Donc, je dirais tout ce qui va permettre de simplifier ça. Donc, aujourd'hui, quand tu as des solutions de type cardiologue qui arrivent, si elles sont capables et si elles sont fiables et si elles sont robustes, si elles sont capables de régler un certain nombre de soucis qui permettent de désengorger ces flux-là,
l'IA ne va pas le remplacer. On parle de télésurveillance, on parle d'algorithme de télésurveillance. Au lieu d'aller voir 5 ou 6 fois pour des malades chroniques ton médecin généraliste parce que tu es en stress par rapport aux symptômes que tu as, si tu as une intelligence artificielle qui te permet aujourd'hui de dire ce symptôme, il est normal, tu n'as pas besoin de consulter, tu peux désengorger ça. Ça ne va pas remplacer le médecin. En revanche, ça remplace la fonction d'écoute ou la fonction de rassurer le patient. Donc, en ça, il y a peut-être une activité qui va être dégagée. Voilà. Est-ce que c'est le cas ou pas? Techniquement, oui. Est-ce que socialement, est-ce que psychologiquement, on est capable de faire ça? J'en ai aucune idée, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais techniquement, aujourd'hui, on sait qu'on peut peut-être réorienter le flux de patients là-dessus. Hier, il y avait un truc qui m'a fait vachement. Moi, je fais très peu d'imagerie et une presse où je voyais le cancer du sein en se disant, ben, effectivement, quand on fait l'analyse de l'image, on peut voir le premier cancer ou le premier site le plus important et peut-être passer à côté du deuxième. Et la machine, elle va le gérer de manière très standard. Eh ben, pour les gens qui sont très experts, j'imagine le radiologue très expert, ce n'est pas un problème, mais pour celui qui est un peu moins habitué ou quelqu'un qui ne va pas le faire, ça peut être une source vraiment de gain additionnel. Moi, je ne pense pas qu'il faille opposer machine et humain. Il faut juste se dire la machine est une assistance, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'amélioration de ce qu'on peut faire, c'est de la médicalisation augmentée. C'est comment est-ce que ces gens-là s'approprient. Donc, ces gens-là, c'est les médecins, ce sont les infirmiers, ce sont tous les healthcare providers qui peuvent effectivement s'approprier ces outils-là pour aller plus vite. C'est aussi les patients. C'est un super outil d'empowerment pour les patients qui peuvent être un peu plus responsables. Mais ça, il faut effectivement plus de culture scientifique, il faut plus de culture médicale, il faut plus de culture informatique. Tout à fait. On pourrait penser à des applications du triage automatique pour désengorger les urgences. C'est fait dans des hôpitaux en Amérique du Nord, où l'IA est entraînée, non pas pour détecter la pathologie du patient, mais pour essayer de faire en sorte que les patients puissent être aiguillés vers les services sans avoir à passer une première visite à l'accueil pour aller plus vite. Et c'est intéressant parce la vérité, ce n'est pas la vraie vérité clinique, mais c'est la vérité qu'aurait créé un médecin si il les avait vus. Et juste pour compléter, là, on parle en fait d'IA pour stratifier les patients, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être par exemple segmenter des lésions, ce qui peut faire gagner des heures et des heures à un radiothérapeute qui du coup a plus de temps pour être avec ses patients. Ça peut être du débruitage pour nettoyer des images, pour améliorer la vue qu'ont les radiologues de la maladie. Donc, moi, je vois plutôt ça comme un vélo. C'est une aide pour les médecins. Évidemment, ça ne va jamais remplacer un médecin. Et le tri entièrement informatisé, j'y crois pas non plus. Foucault-Chanou nous en a parlé hier, il y a une question de responsabilité, etc. Mais il y a plein d'endroits où l'IA pourrait améliorer les choses sans pour autant que ce soit des trucs si critiques que la stratification des patients. Et ça, en fait, on y est sur la partie segmentation. Il y a déjà des outils qui sont quasiment en routine, qui marchent très bien. Ça fait gagner du temps au médecin et ça lui donne plus de temps avec le patient, ce qui est essentiel, ce qui est une dimension qui a été un peu perdue dernièrement. Je provoque un peu mes questions. Hein. Nicolas? Ça va très bien. Non, le temps passé par le médecin au patient, c'est aussi tout le côté. Je discutais avec un médecin il n'y a pas très longtemps qui me disait que l'essentiel de son activité, c'était de remplir des questionnaires, c'était de remplir des bases de données, et que en fait, le temps où il regarde le patient est devenu quasiment infinitésimal. Donc, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est pour lui, et puis je pense pour nous aussi, absolument fondamental. Et juste, il y a aussi l'aspect quantification du suivi. Quand on va suivre un patient, on va calculer automatiquement le volume de sa lésion au fil du temps. Et donc ça, c'est pas... Voilà, mais ça change la vision de la maladie, ça permet de mieux suivre. C'est moins critique et pour autant, c'est peut-être parmi les premiers besoins qu'auraient les cliniciens actuellement qui viendraient de l'IA. C'est ça, c'est quantifier, mieux voir. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'est pas que des points critiques. Et je pense que les points critiques, ça viendra plus tard. On n'est pas du tout au stade où on va déterminer en télémédecine avec une radio sans intervention si le patient il doit aller dans un CLCC ou pas. Là, je pense que
c'est loin. Par contre, un truc qui va faire la courbe de croissance de la tumeur ou la courbe de décroissance ou l'effet du traitement qui va le permettre au médecin de visualiser ça, ou alors qui va permettre pour un chirurgien de visualiser les différentes structures pour qu'il planifie mieux son opération. Tous ces trucs-là, c'est ces choses-là qui vont arriver assez vite. Et encore une fois, je reviens aussi sur l'évaluation. Évaluer aussi des nouvelles thérapeutiques ou des nouvelles prises en charge. Aujourd'hui, on est capable d'aller quand même beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant. Et alors, on atteint peut-être probablement un plateau, mais en tous les cas, on a gagné beaucoup de temps. Et ces outils, si on se les approprie bien, et aujourd'hui, les labos, les biotech, etc., se les sont bien appropriés, il y a encore de la marge, mais on est plutôt dans du bon dynamique, font que ces nouveaux traitements peuvent être beaucoup plus rapidement disponibles sur le marché, etc. Donc, il y a vraiment aussi tout ce travail-là qui a déjà été fait. C'est pour ça que je comprends le côté provocateur, mais quand même, je trouve qu'on avance très vite et à marche forcée. Enfin, quand je me retourne et je vois où on était il y a 7-8 ans, et 7-8 ans, c'était hier, hein, il y a 7-8 ans, on n'était pas du tout à ce niveau de maturité. Après, il ne faut pas négliger toute la culturation, effectivement, dont on a parlé, etc., mais on a quand même fait un beau chemin. On peut aussi se dire qu'on a fait un beau chemin. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, je vais juste faire un truc, c'est que là, on est pour le cancéropole, le GSO, donc on est vraiment en oncologie. En oncologie, c'est le cas. Il y a beaucoup en cardio, dans certaines maladies chroniques, on est très, très en avance. Il y a tout un pan aussi de la médecine qu'on ne voit pas, enfin, dont on ne parle pas aujourd'hui, qui n'a pas ce niveau de connaissance. Quand on parle à des radiologues, à des oncologues, etc., on parle vraiment des gens qui sont déjà très orientés recherche et qui ont vraiment cette acculturation. On est un petit peu biaisé aussi. Nous-mêmes, on est un peu biaisé. Moi, je fais beaucoup enfin, je fais quasiment que de l'onco, mais quand on travaille en infectieux, on n'a pas ce niveau de maturité, par exemple. Voilà. Donc moi, je sais qu'en travaille en infectieux, on est beaucoup plus loin. Bien, Et merci ça pour rentre, toutes excuse-moi, ces... Ah, ça tu voulais rentre en continuer, résonance avec ce Nicolas? côté acculturation, formation et développement et tout ce qui va avec, dans toutes les aires thérapeutiques. Mm. Je pense que les maladies rares, par exemple, ont beaucoup à gagner aussi de ces questions d'intelligence artificielle, d'approche par simulation et toutes ces questions-là qui sont très, très Pathologie rare, matures. les simulations, les comparateurs externes, le SNDS, quand tu fais de la maladie rare, c'est impressionnant comment tu peux adresser quand tu as 150, 200 patients en France, se dire que tu peux aller chercher de la donnée dans d'autres pays et l'agréger, que tu es capable d'aller les chercher, que tu n'as pas les 60 du centre de référence, mais que tu peux aller récupérer les 60 autres et tout, ça change de tout au tout l'évaluation que tu peux faire, la recherche que tu peux faire, etc. C'est magique d'avoir des simulations, c'est énorme. Mais Mais c'est là, après, là c'est où... pas que de l'IA, hein. Il y a aussi de la stat. Hein. Mais c'est principalement. Mais Tu verras la thématique de l'année prochaine, je pense qu'elle va te plaire. C'est bon teasing, tu as vu ça? Mais justement, en fait, ces problématiques je reboucle, mais j'ai parlé de biais, et justement, quand on agrège les données, là, il y a du biais. Et c'est là où, justement, il faut arriver à faire des problématiques liées à de la stat, parce que plus on agrège de données, et plus, en fait, on a des comportements particuliers dans des jeux de données particuliers. Et si on veut détecter quelque chose général qui n'est pas lié à ces particularités locales de chaque base de données, c'est là où justement il faut bien regarder et bien enlever le biais. Non, mais sur ces aspects-là, c'est sûr que la méthodologie est mature aussi. Hein, mais il y a beaucoup de champs libres, de mon point de vue en tout cas. C'est clair. Surtout ce qui est une multisource, on a un vrai champ encore à développer. Là, pour le coup, je pense que c'est la partie qui est un peu la plus... Enfin, je sais parce que moi, c'est celle qui m'intéresse. Elle est quand même un peu plus immature que le reste parce que justement, il y a effectivement tous ces biais qui sont compliqués à gérer et la simulation nous aide aussi beaucoup. Enfin, on fait pas mal de simulations là-dessus. Hein. Et ensuite, il y a beaucoup de recherches actuelles sur ce qui s'appelle l'apprentissage fédéré, où justement, on essaie de... Est-ce qu'on partage les données ou est-ce qu'on partage le modèle? C'est des vraies problématiques qui sont liées aussi aux problématiques de propriété des données, où les gens pourraient avoir envie de travailler ensemble pour améliorer un modèle de prédiction sans partager les données qui leur sont propres. Et ça, c'est des choses qui se font de plus en plus ou de façon collaborative. On partage la construction du modèle, mais pas les données sur lesquelles elles sont construites. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est vraiment une technologie qui est naissante. Tu appelles ça de l'apprentissage fédéré? Oui. C'est
typiquement, les gens, des voitures autonomes qui parlent ensemble pour essayer de s'améliorer sans vouloir dévoiler comment chaque conducteur conduit et les particularismes locaux. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise, qui commence à arriver beaucoup lorsqu'il y a un problème de sécurité sur le transfert des données. Il y a beaucoup de choses à faire en santé. On travaille dans les problématiques de certification. Au sein d'Anity, on y travaille beaucoup sur ces problématiques parce que c'est des problématiques qui sont adaptées aux données sécurisées ou au secteur concurrentiel où il y a des accords d'agrément entre les différents acteurs pour essayer de travailler ensemble, mais chacun veut garder l'accès à ces données, par exemple. C'est l'apprentissage collaboratif ou fédéré. Bien, je vous remercie pour tous ces échanges. Je pense qu'on va conclure les journées SPAC sur ces propos. On pourrait continuer longtemps et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est prometteur pour l'avenir de la recherche et les partenariats avec différents acteurs sur l'IA.